Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous allons être en compagnie d'un collectif qui s'appelle Ni guerre, ni état de guerre. Pedro est toujours à la console et c'est Bernard qui est derrière le micro. Alors, nous allons aujourd'hui accueillir en principe 3 personnes. Il y en a 2 qui sont déjà arrivées. Il s'agit donc de Daniel Archéo. Bonjour Daniel. Bonjour. Et puis Adrien Nicolas. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors, on va peut-être commencer par faire un peu la présentation de ce collectif. C'est le mieux puisque c'est un collectif dont fait partie l'Union pacifiste. Alors à qui je demande ? Je demande à Adrien ou à Daniel, lequel veut prendre la parole pour présenter un peu ce collectif, savoir un peu de quand. Daniel. Alors voilà Daniel, quand c'est qu'il a été créé. Et voilà la 3e personne qui arrive dans le studio, c'est Ludivine Bantini, que vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu sur Radio Libertaire, elle connaît la maison. Donc c'est Daniel qui va nous présenter le collectif. Oui, enfin pour commencer. Mais parce que les 3 personnes que tu as invitées ici sont membres fondatrices du collectif, comme l'était d'ailleurs l'Union pacifiste. En 2 mots simplement, le collectif est né après les attentats de 2015, de fin 2015. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a eu à nouveau une tentative de la part du gouvernement de relancer 2 choses. D'abord, d'une part, de relancer le thème de l'union nationale, derrière l'État français qui défend ses citoyens contre le terrorisme. Et puis, deuxièmement, évidemment, tout de suite, l'idée, la même chose que dans les événements précédents, d'une part, de renforcer la législation répressive sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, et d'autre part, de mettre en place toute une série de mesures de contrôle de la population. Alors, face à cette dérive, là, il y a un certain nombre d'intellectuels, mais aussi de militants politiques qui ont lancé une pétition qui consistait à dire « Attention, nous voulons affirmer que ce n'est pas la France qui est attaquée et qui devrait se défendre contre un terrorisme universel et brumeux, mais c'est la France qui attaque. La France est en posture agressive, est en posture belliciste, et nous voulons rappeler cette dimension. » Donc il y a eu en même temps une tentative qui, à ce moment-là, a été assez positive avec un certain nombre d'organisations politiques ou associatives, comme la LDH par exemple, de manifester également contre les nouvelles lois répressives que, évidemment, le gouvernement, à cette occasion, avait lancées. Donc, à la suite de ces actions, un certain nombre de militants, dont beaucoup de pétitionnaires, se sont réunis et, pendant plusieurs semaines, ont discuté pour élaborer une plateforme qui est celle du collectif. Voilà. Et cette plateforme, c'est une plateforme qui est importante parce qu'elle reprend cette idée que la France est une puissance belliciste, agressive, colonialiste, impérialiste. D'ailleurs, on le voit encore tous les jours, encore dernièrement. Encore dernièrement, on aura l'occasion d'y revenir, et c'est quasiment tous les jours. Deuxièmement, que la France... deuxièmement, j'allais dire que l'affirmation politique très importante pour développer un mouvement anti-impérialiste ici, c'est que l'axe essentiel, c'est de lutter contre notre propre impérialisme, de lutter contre l'État français impérialiste. Chose qui, comme tu le sais, n'est pas forcément bien perçue par la population ou partagée. Voilà. Et pour terminer, avant de peut-être poursuivre par mes petits camarades, pour terminer là-dessus, c'est que ce qui est important également dans cette plateforme, donc l'objectif, lutter contre l'impérialisme français, ce qui est important, c'est le titre du collectif, c'est « Ni guerre, ni état de guerre ». On aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est un point important. C'est-à-dire que pour nous, la guerre engendre aussi, est précédée d'un état de guerre qui permet la guerre, qui installe dans les esprits l'idée que la guerre est nécessaire et légitime, mais en même temps aussi engendre des faits qui relèvent d'un état de guerre. Et donc ces deux piliers sont pour nous indissociables et très importants à mettre en avant. Voilà un peu ce qui constitue la base, l'unité de ça, mais peut-être que
vous pouvez l'une ou l'autre parler aussi de la constitution du collectif, c'est-à-dire le fait que c'est un collectif de personnalités, de personnes, de militants, d'associations, de partis. C'est un peu une originalité du collectif. Voilà, je crois qu'on peut quand même citer quelques-unes des associations qui font partie du collectif. Là, j'en ai quelques-unes, mais vous allez compléter certainement, là, parce que je vois Alternative Libertaire, Ensemble, France Insoumise, Marxiste Unitaire, NPA, les Indigènes, UDCGT 75, dont j'en oublie, Rosa Parks, les Quakers, l'Amérique latine. Enfin bon, il y a déjà plusieurs associations. Est-ce que j'en ai oublié ? Et des personnalités aussi. Alors des personnalités, j'ai vu, il y en a à peu près entre une centaine, 150 personnalités. Comment vous avez procédé pour obtenir justement cette adhésion des associations, ce soutien des associations et des personnalités ? Alors, Adrien, oui. La France Insoumise n'est pas signataire. On a travaillé ensemble sur la campagne Trump quand Donald Trump est venu pour le 11 novembre. Oui. Voilà, pareil pour les Quakers de France et Rosa Parks, qui n'existait pas d'ailleurs à la fondation du collectif. Sinon, au niveau des syndicats, on a l'Union syndicale solidaire, ainsi que donc l'Union départementale CGT Paris et l'Union syndicale solidaire de France, qui participent. Voilà, PECO, enfin... Et Union juive française pour la paix. Le JFP, bien sûr, évidemment, le JFP. Voilà, et la CNT aussi. Enfin bon, on en oublie. Ils compléteront ceux qui font partie du collectif. Maintenant, ces personnalités, là, moi j'ai noté plusieurs personnes. On en connaît certains qui sont déjà même venus dans nos émissions de Civis Pacem. Je vois Niels Anderson d'ailleurs que nous allons revoir prochainement. Il y a Alain Grèche, je cite comme ça. Gisèle Noublanche, vous la connaissez, Gisèle Noublanche ? Comment vous l'avez jointe ? Parce qu'elle est âgée. Hein. Vous savez qu'elle habite aussi au Pré-Saint-Gervais. Pedro la connaît bien. Nous avons fait une émission avec elle. C'est une dame qui a milité beaucoup. Elle a 90 ans maintenant passé au MRAP pour les femmes essentiellement. Et elle s'occupe aussi... surtout des femmes migrantes actuellement qu'elle organise, etc. C'est une ancienne enseignante à la retraite depuis de nombreuses années. Voilà. Non, mais ce qu'on peut dire peut-être au sujet de ce rassemblement... Ludivine Bantini, oui. Oui, merci beaucoup. Merci Bernard pour cette invitation. On est vraiment très heureux d'avoir cette tribune pour exprimer un peu des positionnements qui sont quand même, il faut le dire, assez peu revendiqués et assumés. Aujourd'hui, il y a quand même une sorte de désert politique en matière de lutte anti-guerre et en particulier, on va pouvoir y revenir, et Daniel l'a déjà souligné, en matière de lutte anti-impérialiste. Et donc, c'est vrai que ce que tu as indiqué, Bernard, sur la diversité de la composition même du collectif, aussi bien en termes d'organisation syndicale, politique, associative, que de personnalités, de personnes et de personnalités, c'est que justement, je crois que la plupart de ces personnes et de ces mouvements ont ressenti un vide politique. Et donc l'intérêt de la plateforme, c'est d'essayer, et du collectif dès lors qu'il se constitue à partir d'elle, c'est d'essayer de mettre un peu sous le boisseau les choses qui pourraient éventuellement nous diviser d'un point de vue politique, avec cet objectif unique de faire front contre l'impérialisme français et ses conséquences. Bon, à la fois, bien sûr, dans ses interventions militaires, ses guerres, cette manière aussi de piller, de dilapider des territoires et dès lors de spolier des peuples dans des pays où la France, évidemment, n'a aucun rôle à jouer et aucune légitimité, évidemment, à intervenir, mais aussi avec des conséquences à l'échelle du pays, puisque, comme Daniel y a fait allusion également, c'est un état de guerre qu'on dénonce, c'est-à-dire une militarisation des esprits qui s'exprime et qui s'impose de manière implacable par toutes sortes de canaux, par toutes sortes de moyens. Cette façon qu'ont eu... en novembre 2015, Manuel Valls et François Hollande de marteler que nous sommes en guerre et que dès lors, il fallait pouvoir gouverner de cette façon. Donc je pense que si autant de personnes et de courants syndicaux, politiques, associatifs se sont reconnus dans cette initiative, c'est aussi parce que ça manquait véritablement. Ça manquait depuis, en gros, la première guerre du Golfe. Il y avait eu des mobilisations anti-guerre et anti-impérialistes extrêmement importantes, même si elles étaient aussi quand même à contre-courant.
temps par rapport aux impositions médiatiques et idéologiques qui étaient à l'œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a eu une manière de combler un vide. À l'origine, on ne pensait pas constituer un collectif. On avait lancé d'abord avec Christine Delphi, c'est l'une des personnes qu'il s'agit aussi de citer à toute force parce qu'elle a joué un grand rôle, féministe, matérialiste, et qui a toujours été à la fois anticolonialiste et anti-impérialiste, qui a toujours su mêler étroitement ces combats. Et donc à l'origine c'était une tribune de réaction dans la presse, de réaction justement à la façon dont le gouvernement Valls-Hollande nous entraînait dans cette spirale infernale de la guerre, et où on soulignait que les bombes, ces bombardements étaient des bombes à retardement, et que bien loin évidemment d'éradiquer en quoi que ce soit les attentats, ils ne faisaient que les alimenter. Mais ce texte a rencontré un certain succès au sens où précisément c'était tellement difficile de s'exprimer dans l'après 13 novembre 2015, de s'exprimer en ce sens, de dire que voilà, c'est cette politique d'union sacrée qu'on avait déjà trouvée au cours de la manifestation du 11 janvier 2015, qui réunissait dans son cortège de tête des responsables politiques qui partout à la fois écrasent la liberté d'expression, la liberté de la presse. On peut en citer quelques-uns. Oui, alors oui, on pourrait. Il y avait le dénommé Netanyahou. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Non, mais en fait, il y avait tous les représentants de ces régimes qui, par ailleurs, Erdogan, voilà, les représentants du régime de Poutine. Mais il y avait, il y avait aussi, bien sûr, nos propres dirigeants, et que Manuel Valls en quelque sorte, nous fasse la leçon en nous disant qu'il fallait absolument manifester pour la liberté d'expression. Lui qui avait été le fer de lance de la répression quelques mois auparavant des manifestations pour la lutte du combat du peuple palestinien, c'était quand même... Il y avait quelque chose d'insupportable, parce que d'un côté, évidemment, on était... pétri par l'émotion que suscitent les attentats, et que suscitent les attentats partout, et que suscite la répression partout, et pas seulement évidemment à Paris, mais qu'en fait cette émotion-là, et cette émotion qui est aussi une émotion politique, ne pouvait pas s'exprimer sans être immédiatement récupérée. Donc c'est contre ça qu'on a voulu s'ériger, en luttant contre cette politique d'union sacrée dont on sait toujours très bien à quoi elle mène en termes de logique guerrière, en termes de logique militaire, et c'était la même démarche à l'issue de ce fameux « Nous sommes en guerre », prononcé par le président de la République François Hollande au soir même des attentats du 13 novembre 2015. Alors nous sommes en guerre en plus contre le terrorisme. Alors il faut le terrorisme, où est-il ? Bon, c'est vrai qu'il se manifeste dans plusieurs pays, s'est manifesté en France plusieurs fois, mais enfin, qu'est-ce qui représente le terrorisme ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que par hasard Adrien a une idée sur qu'est-ce qu'on peut définir le terrorisme ? Comment il est défini ce terrorisme ? Difficile, hein ? Pas mal féru de littérature anti-impérialiste du début du XXe siècle, et c'est intéressant parce qu'à l'époque, le terrorisme, c'est une politique d'État. Il y a un grand livre qui s'appelle Terrorisme et communisme, Trotsky. À l'époque, quand on parle de terrorisme, on parle de la terreur, en fait. On parle de la terreur de la Révolution française. Aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. C'est devenu ce que fait les États, c'est de la pacification, c'est totalement neutre et totalement indolore. Et par contre, ce que fait un individu ou quelques individus qui tuent des civils, ça par contre c'est du terrorisme, alors que l'État est complètement déchargé de ses responsabilités. Enfin, peut-être qu'on va venir plus tard, mais quand on voit ce que ça veut dire la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, on a parlé de la France, mais quand on voit ce qui se passe en Irak et en Syrie, ce que ça veut dire dans les faits la lutte contre le terrorisme, je pense qu'on ferait bien de reprendre les vieux mots et oui, c'est une politique étatique. Juste quelque chose que je voulais rajouter sur la fondation du collectif. Donc c'est 10 février 2016 la plateforme qui a adopté, et les premières réunions publiques ont lieu en janvier 2016. Et juste, je voudrais signaler un événement qui avait été insuffisamment relayé à mon sens, et qui pourtant était assez prometteur, était la première initiative, et une initiative très courageuse, juste après les attentats. C'était le meeting du 12 décembre de Saint-Denis, contre l'islamophobie et pour une politique de paix, avec Salma Yacoub de Stop the War Coalition, avec Alain Grèche, avec Marwan Mohamed du CCIF, qui argumentait sur le thème de on va pas laisser passer la déchéance de nationalité, toutes les lois qui nous préparaient, qui sont des lois islamophobes, qui visent
les musulmans de France. Et de l'autre côté, on a une responsabilité en tant que citoyen français dans ce que fait la France en Irak depuis l'été 2014 et en Syrie depuis le deuxième semestre, depuis la fin de l'été 2015 en fait. Et ça, je pense que c'était très important et c'était très courageux de tenir ce meeting qui était un succès et qui a été évidemment tout de suite complice des terroristes et tout ça. Ça a été connu, ce meeting, ça a été connu dans les milieux, disons, militants, si on peut dire. Dans les milieux militants anti-impérialistes, oui. Et ça a été un succès, hein. La Bourse du Travail de Saint-Denis, il faut la remplir. La grande salle, elle fait 800 places assises. Je crois que c'est une des plus grandes salles du mouvement ouvrier en région parisienne. Il faut la remplir. Et il était bien rempli, organisé en 10 jours. Et puis surtout des interventions vraiment excellentes. Et je pense que c'est ça, avec le collectif, qu'on essaye de pérenniser. L'acte fondateur du collectif. Daniel a quelque chose à rajouter. Oui, Adrien a raison de souligner ça, parce que dans la discussion pour la plateforme elle-même, la place de la lutte contre le racisme anti-musulman, c'est comme ça que ça figure dans le texte, en fait, la lutte contre l'islamophobie, était très, très important. Et de ce point de vue-là, c'est vrai ce meeting est un succès, mais il y a quand même, la situation laisse quand même un petit goût amer dans la bouche, puisque il faut souligner que quand même il y a eu, à la suite de la réaction contre ces attentats de novembre 2015, et il y a eu une perquisition auprès de à peu près 4000 familles supposées musulmanes, dans des conditions parfois d'une violence atroce. Et on sait qu'il y a encore des séquelles aujourd'hui. C'est encore des personnes aujourd'hui qui ne sont absolument pas désignées par la justice comme étant quoi que ce soit responsable de quoi que ce soit, qui sont victimes de ça, c'est-à-dire qui ont perdu leur emploi, qui ont leur foyer détruit, leur maison parfois est saccagée, leur personnalité stigmatisée dans le quartier, etc. Et c'est vrai qu'on a, alors que pour nous c'est un axe important, relisez la plateforme, on n'a pas réussi à ce moment-là à lever une mobilisation tout de même qui sera à la hauteur de cette... Imaginez 4000 perquisitions totalement arbitraires, c'est un événement quand même sanglant, quoi. Voilà, donc je voulais préciser ce point après, Adrien. Je crois qu'on peut rappeler quand même aussi les 4 axes, vous allez me compléter si je vais les lire. Exige alors donc le collectif, ni guerre ni état de guerre, exige l'arrêt immédiat des interventions militaires françaises, le retrait des bases militaires, la fin des traités et alliances, notamment l'OTAN, dénonce le marché des ventes d'armes qui irrigue, entre autres, les pires dictatures. Alors on en a encore un exemple récent, là, avec l'Arabie Saoudite. Et puis combat la militarisation de la société, le quadrillage des territoires et des esprits par le complexe militaro-sécuritaire. Alors là, c'est aussi en pleine actualité. Et soutient le droit à l'autodétermination des peuples, apporte sa solidarité aux forces de résistance et d'émancipation. Et là, il est bien noté ça lutte aussi contre l'islamophobie. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va envoyer une petite chanson de monsieur Jacques Brel. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars ravalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les
canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Comme repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards, et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé. C'est un armé que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Et les femmes s'accrochaient à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. D'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mai 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience, et chaque bourg connut la crainte, et chaque ville fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, et aujourd'hui nous avons plusieurs personnes autour de la table qui représentent le collectif Ni guerre ni état de guerre, et même l'Union pacifiste qui fait partie de Ni guerre ni état de guerre. Alors on va faire un peu, puisqu'on a présenté, vous avez entendu au début de cette émission différentes interventions des personnes justement qui sont membres et même créateurs à l'initiative de ce collectif Ni guerre ni état de guerre. Alors on va peut-être faire un peu le tour avec, par exemple, on va commencer par Daniel Arqueo. Daniel Arqueo, avant d'être au collectif Ni guerre ni état de guerre, je suppose que tu étais déjà un militant. Tu n'es pas arrivé comme ça par hasard dans ce collectif. Oui, d'ailleurs tu me désignes par le nom de mon mail qui est donc Arqueo. Exprès, parce que tu sais que il y a des pseudos, on a le droit d'utiliser des pseudos. C'est Daniel Blondet, j'ai aucune honte de ce nom d'ailleurs magnifiquement en français. Et donc, et Archéo, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on me traite de dinosaure. Donc c'est juste pour te dire que sur un point, c'est ma conscience politique anticolonialiste, anti-impérialiste, et elle date du lycée au moment de la guerre d'Algérie. Donc c'est pour dire que il y a une certaine continuité dans le... Donc tu étais parmi les lycéens qui avaient protesté contre... C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les lycées, il y a quelque chose d'assez palpable. C'est qu'on voyait nos petits camarades, puisque je rappelle qu'à l'époque, il y a 15% à peu près d'une classe d'âge qui allait au bac. Les autres, ils allaient travailler. Donc, ceux qui n'avaient pas de sursis, on voyait nos petits camarades partir là-bas. Et donc, il y avait des discussions là-dessus, autour. Ça partait de là. C'est pas une conscience politique affirmée de dire ça, mais petit à petit, à partir de là, dans les cours des lycées autour, et grâce aussi à certains profs, dans mon lycée, par exemple, il y a 2 profs qui diffusaient Vérité et Liberté, le journal qui reprenait tous les articles censurés de la presse. Notamment, il a publié le Manifeste des 121. Donc, il y avait une effervescence, et en fait, qui pouvait... avec différentes orientations. Il se trouve que moi, j'ai pas pris l'orientation, disons, mouvement de la paix, paix en Algérie, mais plutôt FLN vaincra et soutien à la résistance du FLN, qui pour moi était purement verbal, évidemment, à l'époque. Mais enfin, ça se traduisait aussi par le fait qu'on a vu arriver
Dès avant la libération de l'Algérie, 62, on a vu arriver des enfants de pieds noirs, qui ne sont pas tous fascistes, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais il y avait quand même de sérieuses bagarres dans la cour du lycée avec eux, parce qu'ils étaient farouchement OAS, Algérie française, enfin bref. Donc, il y avait une effervescence qui, d'ailleurs, notre camarade Ludivine a bien relaté dans son livre l'importance sur mai 68, l'importance de cette effervescence dans la jeunesse, concernant l'Algérie, dans la préparation de mai 68. Voilà. Et en même temps dans la coloration internationaliste de mai 68. Donc tu t'es retrouvé dans mai 68. Oui, et puis après, dans toutes les positions... toutes les positions, 67, c'est un point important, 67, parce que on va y revenir. 67, la guerre israélienne contre l'Égypte et contre les Palestiniens. Bon, il y avait très peu c'était difficile à l'époque aussi, de manifester son soutien à la Palestine. Et on avait cet argument qu'on va retrouver, on aura peut-être l'occasion d'en discuter sur les difficultés qu'il y a à développer un courant anti-impérialiste. Il y avait l'idée de renvoyer dos à dos Nasser, que parfois on compare à Hitler, Nasser-Hitler, et les Israéliens. Donc finalement, voilà, on se mêle pas trop de ça, quoi. Et donc les courants qui, chez les étudiants, à l'époque j'étais étudiant, soutenaient les Palestiniens étaient quand même très minoritaires. Et là encore, les étudiants algériens qui étaient en France jouaient un rôle considérable en nous diffusant la presse de l'OLP, qui était très peu connue à l'époque. Enfin, c'est pas comme maintenant, on a un accès quand même à beaucoup de documents, mais à l'époque, pas du tout. Donc voilà, simplement pour dire que je ne vais pas dérouler tout le film. Mais oui, déjà, on connaît voilà, l'archéo. C'est pour dire que je ne suis pas entré parce que j'ai vu de la lumière. Il y a quelque chose qui... voilà. Mais c'est pratiquement tous les camarades qui ont fondé le collectif. C'est vraiment, comme l'a dit Ludivine, c'était une occasion. On a trouvé là un moment où il y avait la possibilité de relancer un mouvement anti-impérialiste qui avait un petit peu du plomb dans l'aile. Voilà. Alors merci Daniel Blondet, c'est pas Daniel Archéo, mais c'est Daniel Blondet, voilà, mais on peut se revendiquer d'une histoire quand même, parce qu'on n'arrive pas là par hasard. Alors par contre, Adrien Nicolas, est-ce que c'est bien ton nom ? Ah, c'est bien ton nom. Bon. Alors Adrien, là, tu es plus jeune que nous en tout cas. Comment tu es arrivé là dans ce collectif ? Je suppose que tu as eu aussi un parcours. Ouais. Tu es syndicaliste, je crois. Ouais, je suis syndicaliste GT, mais je suis militant politique depuis 20 ans quand même maintenant, ça ne rajeunit pas. Non, moi j'étais très content que ce collectif se crée, parce que moi je me souviens d'avoir vu comme une mauvaise blague en juin 2014 la France intervenir dans le courant de l'été 2014 quand l'État islamique a pris Mossoul. Et c'est devenu, il faut sauver l'Irak. Et je me souviens, au début j'ai rigolé, j'ai dit mais c'est ridicule, les Américains vont sauver l'Irak. Et tout le monde, oui. Et puis en fait, c'est devenu une chose très sérieuse, même y compris dans la gauche révolutionnaire, qu'il fallait absolument sauver l'Irak et donc envoyer des troupes, bombarder, livrer des armes. Et moi, j'avais l'impression d'être un peu le seul à trouver ça quand même bizarre, de dire une chose, c'est que la France fait la guerre en Irak. Parce que je pense que pour ma génération et pour quand même pas mal de monde, c'est le 15 février 2003, c'est-à-dire la plus grande manifestation anti-guerre qu'on ait connue, une manifestation mondiale contre la guerre en Irak. Et que ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Syrie depuis 2014, c'est une réédition, c'est une guerre de maintenance, je ne sais plus qui avait qualifié ça, de guerre de maintenance de l'occupation américaine de l'Irak. Et c'est vrai que c'est là où on voit quand même qu'on a reculé, c'est-à-dire qu'en 2003, en France, ça semblait délirant, cette histoire de guerre en Irak. Tout le monde était opposé, personne n'était contre. Il y avait quelques extrémistes, Goupil, Luckstein, ils étaient trois pelés de ton nu. Ouais, oui. Et aujourd'hui, ils sont... faut pas confondre. Je sais pas c'était quoi la position du PT à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la position majoritaire. C'est la position majoritaire, qui est la position de George Bush, quoi. C'est des terroristes, des mangeurs d'hommes, des cannibales, des égorgeurs, et donc il faut aller les buter. Et donc c'est vrai que enfin moi en tout cas quand je vois ça, je suis assez inquiet. C'est vrai que là, un des points à l'actif du collectif, c'est qu'on a réussi à pas lâcher. Ça n'a pas été facile. Mais à partir de 2016, on s'est mis à systématiquement documenter les bombardements sur Raqqa, sur Manbij, sur Mossoul. On a écrit des textes, alors un peu dans le désert, il faut le dire. On a été dans le désert quand on a fait ça, c'est-à-dire qu'aucune des organisations n'a répondu
jusqu'en 2018 en fait. Il a fallu, c'est-à-dire entre guillemets après la bataille, mais on a mené ça. Voilà. Pour mon expérience aussi de lutte anti-impérialiste, déjà juste une petite anecdote, mais quand j'étais tout jeune, je devais avoir 16 ans, c'était la guerre en Yougoslavie. L'intervention, voilà, ce qu'on a appelé la guerre du Kosovo, qui pour nous se passait pas au Kosovo, qui pour nous se passait à Niš, c'est-à-dire pour les pays de l'OTAN. Voilà, on bombardait, on a détruit le pont, l'hôpital et la centrale électrique de Niš, c'était la deuxième ville de Serbie quand même. Et je me souviens, j'avais 16 ans à l'époque. Et ben moi j'étais plutôt pour, parce que quand même les Serbes, il y avait eu Srebrenica juste avant. Et c'était un peu les méchants du truc. Et je me disais, on peut. Voilà, il y en a qui n'arrêtent pas de faire des crimes, et qui sont des crimes pas très sympathiques. Et ben là, on va leur casser la gueule, et ça va un peu remettre les choses. Tu n'étais pas non-violence, tu étais. Non. Mais j'étais surtout gamin. J'étais en seconde ou en première, quoi. Et je me souviens d'un camarade qui avait la trentaine qui m'avait dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a une guerre, on nous dit que ceux d'en face, c'est un peu comme Nasser dans les années 50, c'est le nouvel Hitler, quoi. Ouais. Et à chaque fois, on nous dit, le gars d'en face, c'est un monstre. Et il disait, c'est peut-être un monstre, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que jamais le fait que la France, elle intervienne, qu'elle aille faire la guerre à l'autre bout du monde, qu'elle aille amener le progrès, la démocratie, jamais ça a stabilisé, jamais ça a fait que la situation était meilleure pour les gens. À chaque fois, c'est juste, on rajoute du crime au crime, et puis des crimes d'une ampleur industrielle, parce que la France, en termes de crimes de guerre, là on est aux 25 ans du Rwanda, quand même, on est un pays qui a un certain savoir-faire. Et il m'avait dit, dans le doute, faut être contre. Et ça peut paraître débile, mais moi j'ai trouvé ça brillant comme idée. Je me suis dit, dans le doute, faut être contre. Il m'a dit, dans le doute, sois contre, et tu verras, le jour où tu auras eu tort d'être contre, tu réviseras ton jugement. Et donc c'était il y a 20 ans cette année, et ça marche. Je conseille à tous les gens, tous les auditeurs et auditrices de le faire, parce que vraiment, ça marche, c'est mieux qu'un régime amaigrissant. Dans le doute, soyez contre. Parce qu'à chaque fois, on découvre... Il faut déjà douter avant d'être contre. Hein. Déjà, évidemment. Douter et soyez contre. Et après on voit. Et ça marche vachement bien. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est que juste après, ils ont nommé Kouchner gouverneur du Kosovo. Ils ont fait le Kosovo, quand même, la monnaie nationale du Kosovo, c'était le mark, quand même. Oui. Voilà. Quelques années après, d'ailleurs, ils ont fini d'enclaver la Serbie en sponsorisant une sécession du Monténégro, qui est devenu qui est devenu un pays dirigé par la mafia. Faut dire les choses clairement. Voilà. On voit qu'ils ont pas amélioré la situation, ils ont juste joué des intérêts impérialistes. Voilà. Et alors on va peut-être écouter Ludivine maintenant. Ah, vas-y. Ouais. Ludivine Bantini, mais on te redonnera la parole tout à l'heure, n'aie pas peur, parce qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder. Et alors, Ludivine Bantini, les auditeurs la connaissent déjà, parce qu'on a parlé déjà de son livre de 68, qui a eu un grand succès. Et puis, mais il y avait d'autres livres avant, on ne va pas y revenir. Mais puis maintenant, il y a aussi une contribution sur les Gilets jaunes qui est très intéressante. Bon, mais toi, tu es historienne. Alors tout ça, tu as l'impression que quand même, on a besoin de l'histoire pour arriver à comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui ? On a toujours besoin de l'histoire, mais c'est surtout parce qu'elle est en fait toujours présente. Ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent autour de cette table, c'est que il y a un héritage à la fois colonialiste. Il y a une singularité quand même de la situation française, qui fait aussi que c'est difficile de véritablement contribuer à un mouvement anti-impérialiste, parce qu'il y a cet héritage malgré tout. Qui pèse sur les consciences. Donc, il se trouve que j'avais en effet consacré mon travail de thèse à la période de la guerre d'indépendance algérienne. J'avais notamment étudié la génération des jeunes du contingent, qui ont été envoyés en Algérie. J'avais beaucoup travaillé sur les archives de l'armée française, au service historique de l'armée de terre, entre autres sources et ressources. Et évidemment, j'avais été très frappée par les mécanismes qui sont mis en œuvre pour persuader toute cette génération de jeunes qui ne veulent absolument pas partir faire cette guerre, et qui en tout cas mesurent qu'il s'agit bien d'une guerre et pas simplement d'événements ou de pacification. Voilà, bien sûr, comme c'était le vocabulaire officiel de l'État. Et j'avais été frappée notamment de voir à quel point il y avait un racisme qui structurait cette armée française dans ce qu'elle nommait, en tout cas ce que son état-major nommait l'action psychologique, à la fois sur la population algérienne elle-même et également l'action psychologique sur la troupe. Donc ça m'avait quand même beaucoup marqué, et également
les combats certes minoritaires, mais les combats anticoloniaux qui avaient été menés. Daniel en a parlé à l'instant pour y avoir lui-même participé comme militant. Il a aussi évoqué le manifeste des 121, qui était un acte vraiment de résistance non seulement à la guerre, mais également à la militarisation des esprits qui était important. Et puis, j'ai continué à travailler sur toutes ces luttes, tous ces mouvements sociaux, le mouvement ouvrier également, bien sûr, et leur articulation. Et il se trouve, comme tu l'as rappelé, Bernard, que j'ai consacré une recherche plus récente sur 1968, et qu'on ne peut pas comprendre 1968 si on n'a pas, évidemment, à l'esprit toutes ces mobilisations anti-impérialistes qui sont véritablement mondiales. Là, on est vraiment face à un événement monde, dans la mesure où de Tokyo à San Francisco, mais aussi de Milan à Berlin, et puis du Cap à Dakar et à Alger et à Tunis et à Ankara, il y a des mobilisations anti-impérialistes. Et donc, c'est ce qui produit aussi l'étincelle de 1968. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'en effet, comme historienne, je me sens solidaire de toutes ces luttes. Je regrette même de ne les avoir pas vécues directement et dans leur puissance. La lutte continue aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de regret à avoir. Il y a encore du travail. Ouais, non, bien sûr. C'était quand même, même si on a pu faire le constat encore récemment lors de des dernières assemblées générales du collectif, c'est que malgré tout, cette tradition anti-impérialiste, elle a eu du mal à s'imposer en France, y compris dans cette grande période du tribunal Russell contre les crimes de guerre et même les crimes contre l'humanité au Vietnam. Toutes ces luttes contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, elles étaient très importantes, mais elles n'ont pas structuré véritablement, notamment le mouvement ouvrier. Il y a eu la difficulté à véritablement articuler ces luttes. Et comme tu l'as suggéré de manière un peu sous-jacente dans ta question, c'est vrai qu'on n'arrive pas comme ça dans le collectif parce qu'on verrait de la lumière, pour reprendre l'expression de Daniel. Moi j'ai toujours, un peu comme Adrien, ça fait presque 20 ans que je suis militante dans des courants, on va dire, anticapitalistes. Plutôt pour ma part, même si je suis devenue beaucoup plus syncrétique et œcuménique, plutôt dans une perspective marxiste, mais d'un marxisme libertaire, donc tout à fait compatible avec les camarades. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, je pense que plus j'avance, plus je suis libertaire, mais sans rien perdre du marxisme qui me structure. Tu fais comme Jean Métron. Tu fais comme Jean Métron, en somme, tu as la même évolution. On refera une émission là-dessus. Très bien. Et voilà, et juste pour dire ce qui a déclenché un peu l'indignation, et puis il y a aussi une participation à des mouvements antiracistes, décoloniaux, de l'antiracisme politique, et tout simplement à titre très personnel, et j'allais dire presque affectif, dans les affects politiques qui nous animent. J'étais sur la place de la République au soir du 7 janvier 2015, lors des attentats qui ont frappé notamment la rédaction de Charlie Hebdo. Et puis, tout à coup, je me suis aperçue qu'en fait, avec tout ce qui apparaissait quand même de slogans, de récupération très rapide, et je me disais, ça va dans le sens de ce qu'expliquait Adrien et Daniel sur la dimension du racisme anti-musulman. C'est qu'au fond, il y avait déjà des personnes qu'on croisait dans le métro qui ne pouvaient pas véritablement se reconnaître dans ce qui était dit là. C'est-à-dire que... Voilà. Et donc, justement, cette opposition à l'union sacrée, elle a été très rapidement structurante, quoi. Et donc, on s'est dit qu'il fallait réagir à cette espèce d'annihilation de toute possibilité d'une pensée critique par rapport à ce qui était exigé de nous. Et ça m'a beaucoup marqué, et ça m'a marqué d'autant plus que j'avais le sentiment qu'on m'extirpait le droit à être encore une fois, à être ému et presque à garder le silence. Je veux dire, à un moment, on a envie de se taire aussi quand il y a des attentats à quelques encablures de chez nous, et que, de fait, comme ça a été le cas d'un certain nombre de personnes parmi nous, moi, j'ai des amis qui ont été blessés au Bataclan, j'ai des amis qui ont des amis qui y sont morts, etc. Mais, y compris le 13 novembre,
Mais vraiment, dès le soir du 13 novembre et dès le lendemain, on nous a empêchés de vivre ça parce que Hollande et Valls ont dit tout de suite qu'il fallait renforcer l'intervention militaire française en Syrie. Et donc, il y avait cette nécessité, malgré tout, d'y réagir et aussi d'aller dans le sens de, bien sûr, il fallait lutter contre l'état d'urgence. C'est quelque chose qui s'est mis en place assez rapidement via des collectifs contre l'état d'urgence, mais qu'à cet état d'urgence correspondait aussi en miroir une intervention militaire qui n'était pas assez combattue dans nos propres courants, quels qu'ils soient, mais dans nos propres courants politiques. Il y avait pourtant de longue date cette tradition anti-impérialiste. Et ça signifiait quelque chose. Ça signifiait que désormais, pour les raisons qu'on a déjà rappelées, c'est-à-dire la construction d'un grand ennemi, le grand ennemi qui est à la fois l'État islamique ou ici, l'ennemi intérieur, l'ennemi de l'intérieur, il devenait difficilement audible de lutter contre notre propre État dans ses interventions militaires et impérialistes. Donc, et cet état d'urgence, en définitive, il ouvre quand même la porte à des gens qu'on ne voudrait pas voir venir et qui pourtant rentrent dans Paris. On va écouter un peu Serge Reggiani là, qui nous a parlé des loups. Les loups. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de d'Enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ces 50 lieues dans une nuit que le dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Sans loup sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Sans loup sont entrés dans Paris.
Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait carême prenant. Il fit faire grâce à ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups ont envahi Paris, soit par essai, soit par épris. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, faire carousse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups sont sortis de Paris, soit par essai, soit par épris. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups, les loups. Vous êtes à l'écoute de l'Union pacifiste qui est dans son émission Civis Pacem avec le collectif Ni guerre ni état de guerre aujourd'hui, et nous avons autour de la table Ludivine Bantini, Daniel Blondet et Adrien Nicolas. Alors, vous les avez entendus déjà nous présenter un peu ce collectif Ni guerre ni état de guerre. Et maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir, parce que bien sûr, depuis 2 ans qu'ils existent et que nous existons, puisque l'Union pacifiste en fait aussi partie, il y a eu déjà des différents thèmes qui ont été abordés. Et notamment, alors, on pourrait peut-être commencer par la Kanaki, puisqu'il y a eu un grand meeting à la Bourse du Travail, peu avant le référendum d'ailleurs qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie, où était présente l'USTKE, c'est-à-dire un syndicat assez puissant d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, qui appelait lui à ne pas voter. Et Daniel était là pour présenter toute cette belle table ronde avec des gens très sympathiques. Daniel, tu peux nous en dire un mot? Pourquoi d'abord la Kanaki? Je vais dire un mot. Qui était autour? Alors pourquoi la Kanaki? Parce qu'il y avait précisément ce référendum qui date des accords de Nouméa, enfin qui était prévu, et une grande polémique autour du référendum qui, d'ailleurs, comme pour les élections précédentes, tourne autour du fameux corps électoral. C'est-à-dire qui a le droit de voter et en même temps avec des manœuvres qui tendent à évacuer du corps électoral précisément les Kanaks. Bon. Donc il y avait cette occasion et ça nous paraissait important d'affirmer par là, puisque la Kanaki est occupée par la France depuis un siècle et demi à peu près, et ça nous paraissait important de montrer par là l'engagement anticolonialiste du collectif. Donc on a tenté de faire ce meeting, évidemment en associant en premier lieu les organisations Kanak. On n'a pas réussi, je ne vais pas entrer dans le détail, on n'a pas réussi à avoir l'ensemble des organisations autour de la tribune, et c'est bien dommage, puisqu'il y avait des oppositions justement au sein de ces organisations en ce qui concerne le fait d'aller voter ou pas. Non pas de boycotter, mais de refuser le vote en raison du corps électoral ou pas. Et ce qui est important, le plus important pour nous, on n'a pas, nous, pris de position concernant cette affaire, évidemment, en tant que collectif, mais notre position, c'était contre la présence colonialiste française. Donc ce qui était important dans ce meeting, c'est comment l'ensemble des interventions, et en particulier des interventions de l'USTKE ou du Parti du Travail, et Parti de Kanaki, montraient 2 choses. La première, c'est que en dépit de toutes les réformes qu'ont suivi les grandes luttes récentes anticoloniales, en dépit de toutes ces réformes, la présence coloniale, la structure coloniale du pays demeurait.
et se traduisait par des inégalités, des discriminations, des inégalités et un racisme absolument effrayant, qui a été bien développé. C'était très concret le meeting. Il y avait beaucoup d'exemples qui étaient donnés. La deuxième chose qui est la conséquence de ça, c'est que toute l'idéologie de la nouvelle idéologie de l'État français pour maintenir sa présence en Kaniki, qui est de dire, en fin de compte, le colonialisme est dépassé, nous reconnaissons maintenant l'existence culturelle, l'identité culturelle du peuple premier de cette île, etc. Donc voilà, tout ça, il faut dépasser tout ça, et il faut mettre en avant ce qu'ils appellent la communauté de destin. Voilà. Il y a une communauté de destin, finalement, entre le colon et le colonisé. Et donc le meeting a servi à vraiment démonter ça avec une vigueur tout à fait remarquable de la part des camarades Kanak ou des camarades qui sont intervenus, puisqu'il y avait des interventions de syndicalistes, de militants anti-impérialistes, etc., dans ce meeting. Et d'ailleurs, les résultats des élections récentes, des élections provinciales qui viennent de se dérouler, qui ont donné presque la majorité aux forces indépendantistes, malgré leur division qui reste encore importante, mais surtout a fait s'effondrer du côté des colons le parti un peu qui était un peu en apparence le plus modéré, etc. Et pour donner beaucoup plus de force aux colons ouverts, montre bien que la communauté de destin est une fumisterie, etc. Donc pour nous, c'était important de marquer notre solidarité et de rappeler à cette occasion, ça a été fait, je me souviens très bien, par l'intervention magnifique de Saïd Bouamama qui a parlé en premier dans ce meeting, de rappeler, et c'est pas sans lien à des questions qu'on a déjà évoquées sur la difficulté de mettre en place un mouvement anti-impérialiste en France, de rappeler que le colonialisme a des conséquences dans le pays lui-même, dans le pays colonisateur lui-même. C'est-à-dire obligatoirement, il ne peut exister qu'en insufflant dans le pays une idéologie coloniale, une idéologie qui fait que chauvine au sens chauvine, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on pense qu'il y a une hiérarchie des peuples, une hiérarchie des nations, et que nous appartenons à une nation qui a une mission civilisatrice parce que d'autres peuples et d'autres nations ne sont pas suffisamment développées pour se prendre en charge elles-mêmes. Cette mission civilisatrice accompagne quand même toujours les bombes que nous envoyons et que rappelait Adrien. Donc c'est un meeting vraiment important qui a eu un certain succès. On aurait aimé plus, évidemment, toujours. C'était plein. Mais simplement, je termine là-dessus. On a pris date. On a dit qu'après les élections provinciales, on redonnerait la parole aux camarades Kanak, probablement à la rentrée, parce que là, on arrive vers juin, etc. Et ils vont pouvoir commenter les résultats des provinciales, voir les conséquences que ça a. Et en fait, pour moi, les provinciales, c'est la communauté de destin explosée en vol. Hein. Là, maintenant, il faut... probablement, il y aura un réchauffement de la lutte anticoloniale. Voilà. Donc, on a pris date et on refera. On continue. J'étais très content d'y assister puisque contre le vote, nous les libertaires, nous sommes contre le vote, donc ça tombait très bien. Mais en ce qui concerne la communauté de destin, pour avoir préparé des films sur la Nouvelle-Calédonie et la Kanaki, je peux dire qu'on essaie d'ici d'opposer Caldoche et Kanak, et c'est surtout ce qui tient la colonisation sont plus les fonctionnaires que l'État français envoie, qui sont là que pour un certain temps, et qui, eux, deviennent, et je l'ai constaté chez les enseignants, des syndicalistes du SNES, qui deviennent racistes lorsqu'ils arrivent en Nouvelle-Calédonie. Et c'est eux qui vont défendre plus la position de la France même que les Caldoches, sachant que certains Caldoches viennent d'Australie et que eux, ils n'ont jamais mis les pieds en France, ils ne savent même pas ce que c'est. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Et ils sont beaucoup plus du côté pacifique. Sur la manière dont fonctionne le système colonial. Ils comprennent beaucoup mieux les Kanaks que les fonctionnaires envoyés par la France ou les commerciaux, parce que c'est eux qui maintiennent au maximum la colonisation là-bas. Et cette position de communauté de destin, c'est une idée de Rocard, ça, qui continue et mais qui n'aboutira jamais, effectivement, bien que certains Caldoche, notamment un historien qui s'appelle
Barbanson, José Barbanson, qui a beaucoup défendu cette idée, puisque ce sont les gens, il ne faut pas oublier qu'il y avait un bagne, et que les gens disent tous qu'ils étaient gardiens dans le bagne, alors qu'il y en a qui étaient plutôt bagnards. Il y avait plus de bagnards que de gardiens de bagne. Et lui a eu le courage, a été le premier à avoir le courage de dire que sa grand-mère, parce qu'on amenait des femmes là-bas, qu'on sortait de prison en France, et qui servaient justement aux bagnards et aux gardiens des bagnes, et que sa grand-mère faisait partie de cette génération. Donc eux, ils sont prêts à partager certains avec les Kanaks, alors que les fonctionnaires français ne partagent rien du tout. Oui. Et ils s'en vont au bout de 5 ans après avoir empoché ce qu'il fallait, et surtout aussi les gendarmes qui prennent leur retraite là-bas et qui ouvrent des magasins. Bon, juste un point, sur la Kanaki, on a beaucoup de choses à raconter. Oui, juste un point, c'est que pour les Caldoches, au référendum, je ne sais pas au provincial, on n'a pas encore étudié, mais au référendum, l'étude des circonscriptions électorales montre qu'il y a des Caldoches qui ont voté pour l'indépendance. Oui, c'est ça. C'est clair, sinon il n'y aura pas eu autant dans certaines régions, autant de et ils ont de plus en plus envie de voter pour l'indépendance, parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, la métropole qui est à l'autre bout de la terre ne s'occupe pas beaucoup d'eux quand ils en ont besoin aussi. Hein. Voilà, bon, on a parlé de la Kanaki. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Kanaki, mais on va peut-être parler un petit peu de la Palestine, parce qu'il y a eu aussi des actions pour défendre la Palestine. Qui veut en parler peut-être Adrien ? Oui, au début on s'était créé spécifiquement sur la guerre contre l'État islamique, parce que c'était le déclencheur en fait de l'action du collectif. En même temps, on s'est rapidement rendu compte qu'on ne peut pas avoir de mouvement anti-impérialiste sérieux en France si on ne parle pas de la Palestine, parce que c'est quelque chose qui structure. C'est la dernière colonie de peuplement hardcore soutenu par tout l'Occident. C'est vraiment la façade entre l'Occident et les restes du monde. Et que c'est là aussi où on a un mouvement populaire. Je crois qu'ici, il y a un endroit où il y a un mouvement populaire anti-impérialiste en France, et sur la durée, c'est sur la Palestine. Alors c'est un mouvement populaire qui est un mouvement populaire d'abord, et malheureusement pas un mouvement populaire des Blancs, c'est un mouvement populaire essentiellement arabe, majoritairement arabe, et c'est un peu la honte aussi pour nous. Mais donc on a décidé à notre Assemblée Générale de janvier 2018 de promouvoir l'appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions de la société civile palestinienne, et à s'associer à toutes les actions de soutien à la lutte du peuple palestinien, d'opposition à la coopération et à la complaisance française dans l'écrasement du peuple palestinien. Donc que ce soit la répression des marches du retour, les grèves de prisonniers palestiniens, les venues de Netanyahou, où on a quand même en rupture avec la position un peu gaulliste qui était déjà éminemment critiquable, mais on a depuis Sarkozy une politique délirante, et depuis l'été 2014, où on a été la principale puissance qui politiquement s'est engagée, la principale puissance occidentale qui politiquement s'est engagée de tout cœur avec l'écrasement de Gaza. C'était le chant d'amour de Hollande à Netanyahou, quand même, et où à un moment quand même où même les États-Unis commençaient à dire oui, c'est pas très sympa ce que vous faites. Et à ce moment-là, la France était le pays en pointe, et allant jusqu'à interdire les manifestations. Si on se souvient, la manifestation du 21 juillet 2014 qui avait été interdite et qui s'est tenue malgré une répression féroce. Et soyez entre nous, cette interdiction de manifestation, ça a préludé ce qui s'abat aujourd'hui sur le mouvement social, ce qui s'abat depuis 2016 avec l'interdiction de la manifestation syndicale après le 15 juin 2016. Donc oui, le collectif soutient la lutte du peuple palestinien et appelle au boycott des investissements sanctions et s'oppose à la politique française en la matière. Alors, il y a d'autres sujets, bien sûr, qui ont été abordés, pour lesquels le collectif est engagé. Hein. Il y a l'OTAN, bien sûr,
Ludivine, parce que l'OTAN, on ne va pas tout rappeler, parce que on en parle souvent, nous, dans l'Union pacifiste. On a dénoncé, d'ailleurs, j'ai un ami qui a donné un surnom à l'OTAN, mais ça ne me revient pas, mais enfin, l'OTAN, c'est quelque chose qu'on condamne, organisation terroriste, internationale. Et puis, le Venezuela aussi, alors, il y a une menace d'intervention militaire au Venezuela. Alors, le Venezuela, c'est un peu un sujet actuellement qu'on renvoie tout le temps, notamment à la France insoumise. Vous avez soutenu à un moment donné Chavez, et du coup, comment ça passe ça, dans l'opinion publique, l'histoire du Venezuela ? C'est vrai qu'il y a une vigilance absolument nécessaire à avoir parce que les menaces d'intervention militaire occidentale et notamment françaises et états-uniennes sont très fortes, très pesantes, et c'est la raison pour laquelle on a voulu réunir là aussi des forces qui viennent de courants différents, ça nous importe beaucoup, et que la discussion n'avait pas à être menée sur la nature du régime actuel, sur Maduro, parce qu'on peut avoir des oppositions à cet égard, et le collectif n'est pas là pour s'en faire la chambre d'écho. En fait, comme on l'a expliqué sur la question de l'impérialisme français, on a un objectif qui est de s'y opposer, sans prendre forcément de position sur telle ou telle situation. Parce que le corollaire de cette position, c'est le soutien, la solidarité internationaliste. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on a jusqu'à présent beaucoup prononcé, mais pourtant il est quand même absolument essentiel, évidemment, dans le collectif. Et une solidarité internationaliste avec les peuples qui sont soit sous la menace de ces interventions militaires impérialistes, soit qui en sont directement aujourd'hui les victimes, mais qui s'y opposent aussi et qui luttent courageusement. Donc c'est la raison pour laquelle on a tenu à organiser cette réunion publique nombreuse et un peu comme dans le cas de la Kanaki. Finalement, c'est pas du tout pour nous jeter des roses et toutes sortes d'autres fleurs. Voilà, mais c'est vrai qu'on a été quand même surpris de voir qu'il y avait très peu d'initiatives lancées aussi bien sur la Kanaki que sur le Venezuela. Et il y a un autre aspect qui me semble aussi important de souligner, c'est tout le travail qu'on mène avec les camarades de survie, parce que quand même évidemment dans le prolongement de la France-Afrique, en ce moment le travail qui est mené par Survie sur la responsabilité française, bien sûr, dans le génocide des Tutsis au Rwanda est très important. Et de manière générale, évidemment, nous, on n'a pas beaucoup parlé du Mali ou du Tchad. Et pourtant, le Mali, c'est aussi un grand tournant de la politique militariste et impérialiste française, avec les discours d'autocongratulation de François Hollande, qui a dit que sa visite au Mali et la décision de chef de guerre qu'il a prise à cet égard était le jour politique le plus important de sa vie. Et on voit les résultats aujourd'hui. Bien sûr, on en voit les résultats et on essaie aussi d'être très à l'écoute de ce que font les militantes et les militants, notamment au Tchad, notamment au Mali. Moi, je pense beaucoup à Aminata Traoré, qui est vraiment une figure assez lumineuse de ce point de vue, parce qu'elle met très bien en évidence les conséquences en chaîne, vraiment les conséquences en cascade, qu'a pu par exemple avoir l'intervention militaire en Libye, avec dès lors le développement sur l'ensemble de la région d'un véritable chaos qui s'étend désormais à tout le Sahel, entre autres. Et donc, Aminata Traoré, il faut le préciser, qui a quand même été ministre au Mali, a été la première à condamner l'intervention française, alors que tout le monde glorifiait, saluait, et même les communautés maliennes en France trouvaient que c'était très bien. Mais Aminata Traoré avait quand même senti venir le danger. Oui, mais et ce à quoi on essaie aussi d'être très attentif, c'est aux mobilisations qui ont lieu sur place contre la présence française, justement. Et ces mobilisations sont nombreuses. On peut également citer donc d'ailleurs, ça sera une des prochaines initiatives du collectif, sur la question de la lutte contre le franc CFA, qui est toujours une des armes, une des armes de cet impérialisme français, de cet héritage colonial. Et on a vu beaucoup de mouvements, de mobilisations, à la fois par des manifestations, par des rassemblements, mais aussi par des sortes de meetings, de congrès qui réunissent aussi bien des intellectuels que des militants syndicalistes, etc., et des militants politiques contre le franc CFA. Donc, et Survie, il faut les saluer, il faut saluer leur travail de longue date, extrêmement tenace et extrêmement courageux. Fait évidemment partie intégrante du collectif. Je citerai par exemple par ailleurs le travail d'une
d'une chercheuse qui travaille sur le Mali, donc Marielle Debos, qu'on va inviter aussi, qui est membre du collectif Ni guerre ni état de guerre, et qui a cette réflexion intéressante. Elle travaille donc sur le Tchad et elle dit, mais du point de vue du Tchad, l'histoire française est une histoire de guerre. Voilà. C'est-à-dire que nous, en France, parfois, quand on n'est pas justement impliqué, quand on ne fait pas de ces enjeux des questions politiques essentielles, comme on essaye de le faire pour notre part au collectif, on se dit, la France est en paix quasiment depuis 1962, depuis la fin de la guerre d'indépendance algérienne, alors que, bien sûr, que quand on observe l'histoire de France du point de vue des pays qui sont directement sous le joug de ces interventions militaires, c'est vraiment une histoire de guerre. Et puis, il y a encore toutes les bases françaises, quand même, en Afrique. Plus que jamais. Mais l'opération Épervier, qui a été lancée pour sauver Sanabria, elle date de 1986. Elle n'est pas terminée. Et donc, c'est bien ça. Et là, on est allé sauver aussi Idriss Déby, récemment. Oui, bien sûr. Mais parce qu'elle est complétée par, justement, ce qui a engendré l'intervention magnifique au Mali, c'était l'opération Barkhane. C'est-à-dire l'idée. Alors, il faut quand même souligner une chose, parce que tout ça est un angle mort de la vie politique française. Il faut souligner une chose, c'est quand même l'armée française est la seule armée au monde qui peut se balader en toute impunité et en toute liberté dans 5 pays, qui sont les pays du Sahel, tout à fait librement, sans aucune espèce d'accord en quoi que ce soit. C'est la seule armée au monde qui fait ça. Donc il y a une posture dans la suite du colonialisme de la part de la France, avec des choses tout à fait uniques, spécifiques. C'est le franc CFA, comme l'a rappelé Ludivine. Il n'y a pas d'autre nation ex-coloniale, anciennement coloniale, qui a fait ça. Et puis l'opération Barkhane, qui est absolument extraordinaire, qui a permis précisément de renforcer la présence au Tchad, qui est un nœud important de la présence française, mais qui a aussi étendu notamment la présence au Niger, avec le Niger. Il faut rappeler que le Mali et le Niger, ce sont 2 pays qui ont toujours été très réticents contre la France, et notamment contre la présence militaire française. Donc, surtout dans le Nord. Voilà. Et donc le Niger, rappelons que c'est le pourvoyeur de l'essentiel de l'uranium français. Donc voilà. Et juste un mot là sur le Mali qui me paraît important, parce que je reviens sur ces 2 piliers essentiels du collectif, qui est guerre et état de guerre. C'est que la guerre, c'est autre chose que la guerre. Vous le savez mieux que personne, vous, à l'Union pacifiste, mais c'est l'état de guerre. Et quand il y a intervention militaire au Mali, comme dit Adrien, il fallait dans le doute être contre, puisque la conséquence, rappelons que depuis le début de 2019, il y a eu plus de morts civiles au Mali que dans toute l'année 2012 qui a présidé à l'intervention française. Bon, donc on met le chaos. La France est intervenue pour l'unité du Mali. Elle a créé la division, l'accord avec le MNLA Touareg ne rentrons pas dans le détail, mais pour finalement partitionner le pays. Il y a des endroits Kidal notamment, repris par le MNLA, où l'armée malienne est interdite de séjour. L'État malien n'a plus cours là-bas. Donc division, mais surtout aussi destruction de la société. C'est ça l'état de guerre. Les événements récents, terribles, qui ont eu les massacres prétendument de Dogon, chasseurs Dogon contre les Peuls, c'est le résultat de la présence française. Puisque le gouvernement de la parole et de la palabre qui fondé sur le droit coutumier, qui organisait la vie sociale entre les agriculteurs, les éleveurs, les ressources, l'accès aux ressources hydriques, etc. Tout ça a été remplacé par le gouvernement des armes, c'est-à-dire que c'est comme l'armée française sous-traite auprès de milices, qui elles-mêmes ont des sous-traitants, s'est installé un régime qui règle les questions disons autour de la terre, autour de l'eau, autour des pâturages, etc. Aujourd'hui avec les armes. Donc on a des événements de ce type-là. C'est l'état de guerre. La guerre engendre un état de guerre, y compris dans ces pays. Il y a une destruction, une dissolution des rapports sociaux qui résulte de la présence française. Et évidemment, comme toujours, la France a intérêt à mettre en avant, regardez, il y a des Peuls, des Dogons, etc. Bon, c'est ce que valent ces prétendues frontières ethniques. Et surtout, elle a aussi déstabilisé complètement la Côte d'Ivoire, qui était
d'après le président Houphouët-Boigny, qui ne voulait pas d'armée très forte en Côte d'Ivoire parce qu'il craignait des coups d'État. C'est souvent comme ça que été changés les présidents. Donc lui avait fait une armée très, très, très faible en Côte d'Ivoire, mais il y a eu quand même la présence de l'armée française qui, justement, aujourd'hui, certains burkinabés, maliens, etc., réfugiés, protégés par la France, se sont réfugiés aussi en Côte d'Ivoire, où nous avons un président qui a été mis en place par la France, comme en général ça continue. C'est-à-dire que aux indépendances, la France a éliminé les gens qui ne lui plaisaient pas pour mettre en place les gens qui étaient favorables à l'État français. Et aujourd'hui, malheureusement, ça continue. On va refaire une petite pause musicale avec Michel Buller. C'est aussi... Je lance un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou. Ce n'est pour une fois pas la faute aux chasseurs, pas la faute au climat, pas plus qu'aux pollueurs, non. Ce qui maintenant se produit sous nos yeux, c'est un étouffement hypocrite, insidieux. Faute de sang nouveau, toute race s'éteint. Dauphins, dinosaures, le terrible destin. Sont-ils déjà trop rares, ceux dont je parle ici? Est-il déjà trop tard? Peut-être, car voici 40 ans, messieurs, dames, que l'Europe s'ennuie. Sans le plus petit drame, sans le moindre conflit, sans se donner la chance, et depuis tout ce temps, de saluer la naissance d'un ancien combattant. On ne sait plus faire la guerre, ça n'est pourtant pas con. Manque de militaires, de blindés, de canons. Que leur faut-il encore de plus à ces blancs-becs, à ces états-majors qui gardent les pieds secs? Ils claquent mon pognon en manœuvre futile, en théorie bidon, en guéguerre inutile. Et pendant qu'ils s'amusent, coup de gueule, coup de bluff, l'ancien combattant s'use, on exige des neufs. Pardon, me direz-vous, on a pris des mesures pour tenter malgré tout de donner au futur des anciens combattants dignes de leur époque, qui tout frais, tout fringants rajeuniraient le stock. Laissez-moi rigoler sur vos tueries mesquines, vos massacres avortés au Tchad ou au Malouine. Ça se passait loin d'ici, c'était pour des gamines, tout comme en Algérie, tout comme en Indochine. Le vétéran, le vrai, à médaille et moustache, celui qui avait le béret, celui qui avait du panache, avait derrière lui, monsieur, plusieurs millions de morts. Il revenait joyeux, il en voulait encore. On savait ce qu'était la haine et la revanche. Et quand on s'étripait, c'était à l'arme blanche. On était entre nous, je veux dire entre blancs. Maintenant que voulez-vous, tout s'en va, tout fout le camp. On ne reverra plus, la nature est fragile. Toutes ces gueules tordues défilent dans nos villes. Oui, c'en est bien fini de ce glorieux passé. Et c'est la faute à qui? À vous qui vous taisez. Et ce n'est pas l'avenir, la prochaine hécatombe, qui peut me réjouir, puisqu'on dit que la bombe ne laissera ici-bas pas un être vivant, pas un seul, même pas un ancien combattant. Je lance un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Nous sommes en compagnie de membres du collectif Ni guerre ni état de guerre. Alors, il y a autour de la table Daniel Blondet, Adrien Nicolas, Ludivine Bantini, et nous avons parlé déjà un peu de toutes les actions qui étaient menées avec le collectif. Et il en reste. On a parlé un peu de l'Afrique, mais il reste encore aujourd'hui le Yémen avec les fameuses fournitures d'armes à l'Arabie Saoudite qui, comme par hasard, ne servent pas du tout à la guerre. Ils sont bien, d'après ce que nous a dit le ministre, Madame Parly. Et puis, mais on le sait très bien. Mais alors là, il y a eu quand même une victoire. C'est ce bateau saoudien qui était venu en France, au Havre, pour charger des armes. Et il y a eu là une manifestation, pas très importante, mais enfin qui a eu quand même un impact et qui a remporté un succès, c'est que ce bateau a fait demi-tour. Il n'a pas pu arriver et charger ses armes. Alors il venait déjà des Pays-Bas, il en avait déjà chargé suffisamment, mais il n'a pas pu les charger au Havre. Alors malheureusement, il est allé peut-être les charger en Espagne, puisqu'il a fait une escale à Santander qui n'était pas prévue, et là il fait route vers le Gênes, en Italie. Donc peut-être que nos amis italiens vont réagir comme ont réagi les Français. Enfin, on espère. Bon, ceci dit, on voudrait parler aussi peut-être un peu avant la fin de l'émission du service national universel. Service national universel, qui est aussi une action qu'on va essayer d'entreprendre avec l'Union pacifiste. Et là, donc, il faut résumer peut-être très rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un projet qu'avait déjà le candidat Macron en 2017, c'est-à-dire de remettre un service national qui pourrait servir ensuite à alimenter une garde nationale. Alors la garde nationale, déjà pour les historiens, ils ont ça en tête. La garde nationale, Ludivine, tu te souviens un peu de ce que ça représentait au moment de... Ah oui, c'est sûr, la garde nationale, en fait, c'était quand même essentiellement une garde bourgeoise, qui a toujours, qui a pu, à un certain moment, d'ailleurs, jouer un rôle, par exemple, contre la monarchie, le régime monarchique. On l'a vu assez clairement au début de 1848, au début de la révolution de 1848. Mais ensuite, son rôle s'est retourné contre le mouvement ouvrier et notamment contre l'insurrection ouvrière de juin 1848. Donc, il y a cette dimension-là qui a rejoué aussi à d'autres moments de l'histoire et notamment pendant les communes, parce que désormais c'est important de parler aussi pas seulement de la commune de Paris mais de toutes les communes de 1871. Alors, bien sûr que lorsque M. Macron est arrivé au pouvoir, il a fait cette proposition à l'armée, puisqu'il pensait que c'était l'armée qui devait s'en occuper. Alors, il a nommé une commission qui était dirigée par un général, le général Menaouine, et ils ont bien travaillé pour sortir un bon dossier avec de plusieurs pages, où ils disent justement que, d'abord, l'armée ne veut pas s'en occuper, parce que ça ne les intéresse plus. Par contre, ils sont prêts à intervenir chaque fois que c'est possible auprès de ces jeunes, puisque eux, ils savent les former, les jeunes, pour que, notamment, ces jeunes un peu turbulents, indisciplinés, qu'il va falloir remettre dans le droit chemin. Alors, ce dossier est sorti en 2018, et puis ils se sont dit quand même, on voit en lisant le dossier qu'ils se méfient un peu de tous ces pacifistes antimilitaristes qui risquent de ressurgir et de contester en disant que ce service national ressemble beaucoup peut devenir un service militaire, etc. Alors, on a nommé un jeune secrétaire de l'Éducation nationale, M. Gabriel Attal, qui lui est jeune, sympathique, qui va parler avec tout le monde et qui justement vend cette idée auprès des jeunes, alors des jeunes mineurs, parce qu'on veut commencer par les mineurs, c'est-à-dire à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans en troisième, et il va y avoir donc une première expérimentation. Enfin, ils disent pas expérimentation parce qu'ils disent pas c'est un essai et que si ça marche pas on arrêtera. Non, on n'arrêtera pas. C'est la première phase qu'on appelait la phase de cohésion qui va se passer dans 13 lycées
de différents départements, en général des départements où il y a déjà une présence militaire, comme par exemple la ville de Bourges, qui vit uniquement par les ventes d'armes, une ville comme Vesoul, une ville comme Vannes, enfin des endroits où il y a déjà les possibilités d'aller faire des visites intéressantes auprès des militaires, et où que les militaires pourront rentrer. Alors nous avons bien sûr, nous, essayer avec le collectif aussi, qui prend le relais aussi, de lancer une opération pour refuser ce service national et surtout informer les personnes, parce que aussi bien les jeunes qui se laissent séduire par le discours de l'armée avec des tas de carottes comme par exemple le permis de conduire, etc. Enfin bon, des possibilités d'avoir des points même pour certains examens de l'administration, etc. On va quand même essayer de les informer. La première chose, c'est d'informer les lycéens, les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves. Et puis ensuite, essayer aussi de lancer des opérations un peu plus importantes. Alors nous avons déjà eu une première réunion au mois de mars, où on a fait un communiqué. Et puis nous allons avoir une autre réunion bientôt, là, au mois de mai. Et puis là, on va essayer de lancer à la rentrée, après avoir interrogé les 3000 premiers jeunes qui ont été recrutés, mais il paraît qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient candidats, et qui sont déçus de ne pas pouvoir y aller. Mais il y en aura l'année prochaine 40 000, et l'année d'après, toute la classe d'âge. Et pour l'instant, ce sont des volontaires, parce que les militaires ont dit attention, il faut y aller doucement au début. Donc d'abord des volontaires, mais il est bien évident que ce sera bientôt obligatoire. Et alors là, ça représentera à peu près 40 000 personnes par année. Et à ce moment-là, il va falloir aussi financer tout ça. Alors, comme l'armée ne voulait pas mettre un sou, bien sûr, ils ont très peu d'argent, l'armée, on le sait tous. Et donc, c'est l'éducation nationale qui va le financer, avec aussi les collectivités territoriales. Bon, les collectivités territoriales qui ont justement de l'armée et qui ont regretté la fermeture des casernes, etc., sont bien sûr volontaires, mais il n'est pas évident qu'on puisse l'étendre partout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette position de l'Union pacifiste, lancée par l'Union pacifiste, mais reprise déjà pas mal par des syndicats, des associations, par vous-même au collectif, enfin par nous-mêmes au collectif? Qu'est-ce qui voudrait dire un mot là-dessus? Peut-être un premier mot, mais Daniel pourra beaucoup plus efficacement compléter, parce qu'il est très au fait aussi de la question de la militarisation de la jeunesse via les liens très étroits entre l'armée et l'éducation nationale, comme tu viens d'ailleurs de le rappeler, Bernard. Justement, à nos yeux, c'est une campagne qui est absolument essentielle, et d'ailleurs on éprouve une vraie gratitude à l'égard de l'Union pacifiste pour cette initiative, parce qu'elle est absolument nécessaire, et parce qu'il y a une fois encore une sorte d'invisibilité de ce combat dans les courants qui pourtant devraient le reprendre à leur charge et à leur responsabilité. Et ça participe d'un esprit qu'on a essayé de décrire depuis le début de l'émission, à savoir une sorte de militarisation, de naturalisation aussi du fait de l'armée, de la présence de l'armée dans les espaces publics, dans nos rues. Donc la militarisation à laquelle on est censé s'habituer, qui doit devenir une évidence. Et donc c'est aussi, tu as raison de souligner l'importance de l'information pour combattre cette implacable imposition d'une place de l'armée. D'ailleurs, Macron... Daniel avait fait un très bel article, un éditorial à ce sujet, au sujet de la manière dont Macron a été investi, et le fait que tout de suite, et beaucoup plus encore peut-être que ses prédécesseurs, s'est posé en chef de guerre. Et donc tout ça a des incidences évidemment sur des formations générationnelles. On sait que c'est toujours aussi par la jeunesse qu'il s'agit d'imposer cette... Et Daniel, d'ailleurs, a préparé un texte que j'ai beaucoup apprécié aussi. Le début de ce texte, qui est l'armée à l'école. C'est depuis longtemps qu'elle essaie de rentrer, et qu'elle est déjà rentrée sous différents moments.
C'est pas nouveau. De manière stupéfiante, parce que c'est un milieu traditionnellement qui était plutôt dans le rejet de choses comme ça. Mais cette histoire de service national est préparée en fait par plusieurs conventions qui ont été passées entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale, et aujourd'hui aussi le ministère de l'Agriculture, puisque le ministère de l'Agriculture s'occupe aussi de former des jeunes, pour que dans les écoles, dans les lycées, de l'école primaire à l'université, dans la dernière convention, l'armée intervienne pour développer des cours autour de ce qu'ils appellent l'esprit de défense et l'esprit de sécurité. Alors quand on lit d'ailleurs ces conventions, on voit que l'esprit de défense, c'est pas simplement légitimer les interventions de l'armée française, comme ça a pu être traduit, là ça fait quand même un petit peu scandale, dans certains énoncés de brevets ou de bac ou d'examen. Bon. Mais ça va plus loin que simplement l'intervention militaire. Ça veut dire aussi préserver le corps social français, c'est-à-dire en cas de crise. Alors la crise s'énonce en crise économique, crise climatique, crise économique. Alors crise économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a plus de... pointe là l'idée que s'il y a par exemple une grève générale, par exemple, il y a des difficultés d'approvisionnement, des choses comme ça, c'est vraiment... on peut lire entre les lignes de manière assez claire. Donc c'est important. C'est à la fois épouvantable, puisque cet accord qui va en même temps permettre à l'Éducation nationale de financer toute cette affaire, en même temps, ça nous amène à un levier dont il faut se saisir. D'ailleurs, je crois que c'est ce que vous faites. C'est qu'il faut quand même que le corps enseignant se mobilise absolument contre cette affaire. Donc on va participer à toutes les initiatives que vous prendrez, avec d'autres organisations. Et c'est vrai que sur ce thème-là, on avait dit... nous avons une prochaine réunion, donc le 24 mai, à laquelle est invité bien sûr le collectif, mais aussi tous les représentants de syndicats, d'associations. Certains se sont déjà manifestés, mais si d'autres veulent le faire, ils peuvent le faire, sachant que c'est une réunion préparatoire à une campagne qu'on va lancer à la rentrée, après avoir fait un bilan de ce qui s'était passé dans la phase de cohésion, et en même temps lancer alors avec davantage de personnes, et si possible sur tout le territoire, et non pas seulement sur Paris. Alors maintenant, j'ai juste 2-3 petites annonces à faire. Il y a un colloque antimilitariste en France, la sensibilité idéologique, qui doit se tenir à la Sorbonne, à la Maison de la Recherche, 28 rue Septembre à Paris. Serpente. 28 rue Serpente dans le Paris 6e. Alors le colloque est organisé par monsieur Éric Fournier et Arnaud Dominique Août, et dans le comité scientifique, j'ai vu qu'il y avait Ludivine Bantini, entre autres, il y en a, vous êtes assez nombreux, et puis, alors là, il y a tout un programme avec des thèmes très intéressants, donc on en reparlera dans une prochaine émission pour vous donner, alors là, ça se passe, j'ai oublié de donner les dates, le 6 et le 7 juin 2019, donc le 6 et le 7 juin 2019, donc très bientôt. Et puis encore le congrès de l'Union pacifiste que nous allons tenir dans le Cher cette année, dans une région bien sûr de vin, puisque nous apprécions le bon vin. Et donc c'est à Crésancy en Sauterre, en Sancerre, Crésancy en Sancerre, voilà. Alors donc ça aura lieu le vendredi 28 et le samedi 29 juin. Vendredi 28 et samedi 29 juin. Donc là, il s'agit de joindre l'Union pacifiste pour avoir davantage de renseignements. Bon, écoutez, il me reste à vous remercier. Nous, notamment, on va en refaire d'autres d'émissions parce que je crois qu'on a encore beaucoup de thèmes à aborder. On n'a pas pu dire tout ce qu'on voulait. Adrien a quelque chose à rajouter, peut-être une annonce à faire? Oui, non, c'est un début d'annonce, c'est une invitation, quelque chose qui s'impose dans le cadre du mouvement anti-impérialiste. On propose d'organiser un forum de l'anti-impérialisme fin 2019, sachant qu'il y aura l'anniversaire de l'OTAN à Londres en décembre, et on proposerait ça donc 3 à 4 semaines avant, qu'on attend les dates, mais a priori ça sera la 3e semaine de novembre.
Et donc, les organisations, les individus qui sont intéressés pour participer, donc ce sera avec des ateliers et ainsi de suite. L'idée, c'est d'avoir un peu qu'on puisse dialoguer avec tout le monde. Donc, peuvent nous contacter par mail. Donc, notre mail, c'est antiguerre, comme ça se prononce, comme ça s'écrit, en un seul mot, @riseup, riseup.net. riseup.net. Voilà. Alors merci, merci de l'invitation. on a annoncé le congrès de l'Union pacifiste, mais vous savez que l'Union pacifiste est la section française de l'Internationale des résistants à la guerre, et que cette année, le congrès de l'Internationale des résistants à la guerre va se tenir en Colombie à la fin du mois de juillet. Et nous avons notre représentant René Burger qui va s'y rendre, comme chaque année. Lui, il aime beaucoup voyager. Bon, alors merci beaucoup Ludivine Bantini, merci beaucoup Daniel Blondet, merci beaucoup Adrien Nicolas, et merci à Pedro. Merci, et on Pedro. peut envoyer le générique. Salut Pedro, à la semaine prochaine. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire.